Notre premier dossier, dioxine Seveso suite. Hier, nous vous avons présenté la vie à Seveso, 9 ans après la fuite de gaz contenant de la dioxine qui avait recouvert le petit village italien. Nous avons vu que la vie y avait repris tout à fait normalement. Mais ce sont surtout les conséquences de cette catastrophe écologique sur la santé des personnes exposées qui posent encore un certain nombre de questions, dont la question essentielle, quel est le véritable danger que représente cette dioxine pour les êtres humains à long terme? On aimerait bien sûr, après l'accident de Reims, être tout à fait rassuré, mais de fait, l'exemple de Seveso n'apporte pas de réponse définitive sur ce point. Depuis 9 ans, l'hôpital de Desio, localité voisine de Seveso, est chargé du suivi médical des personnes exposées à des degrés divers aux nuages toxiques. Au départ, on a procédé à un contrôle systématique dans un rayon de 10 km autour de l'usine. 11 villages, 220 000 habitants. Aujourd'hui, toutes ces fiches médicales sont consignées dans cet ordinateur. Des archives électroniques grâce auxquelles il est possible à tout moment d'observer l'évolution de l'état de santé de tel ou tel individu. Cependant, avec le temps, le champ d'investigation s'est considérablement réduit. Aujourd'hui, les médecins de l'hôpital de Desio ne contrôlent plus que les personnes à risque. Elles sont au nombre de 170. En grande majorité, il s'agit d'ouvriers qui ont travaillé sur la zone interdite. Mais on y trouve également les enfants et les quelques adultes qui, à l'époque, avaient été victimes de chloracné. Dans leur cas, les examens sont réguliers et se poursuivront jusqu'en 1999. Chaque année, ces 170 personnes contaminées par la dioxine subissent un check-up complet et des contrôles spécifiques à la toxicologie. Examens pulmonaires, mais surtout analyse de sang et d'urine, analyses qui permettent de détecter les anomalies de l'organisme. Jusqu'à présent, le laboratoire de l'hôpital, l'un des mieux équipés d'Italie depuis la catastrophe de Seveso, n'a constaté aucune altération de l'état de santé de ses patients. À Seveso, 9 ans après, on ne meurt pas plus qu'ailleurs et le nombre des cancers n'y est pas plus important. C'est un premier constat, mais prudence, il est encore impossible aujourd'hui de prévoir à long terme les effets de la dioxine. Ces effets pervers, on les étudie dans un autre laboratoire, celui de l'Institut de recherche pharmacologique de Milan. L'Institut Mario Negri, dirigé par le professeur Garattini, l'un des spécialistes mondiaux de la toxicologie. Ici, on a créé depuis l'explosion de Seveso une cellule de crise. Cet appareil, le spectromètre de masse, est capable de détecter la plus infime trace de dioxine dans notre environnement et dans l'organisme, jusqu'au milliardième de milligramme. Dans ce laboratoire, on a également réalisé des expériences de toxicité sur les animaux. Résultat, 2 kilos de dioxine peuvent tuer 50 milliards de cobayes. Il s'agit bien sûr d'une statistique, mais cela démontre que la substance est très dangereuse. Il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il s'agit de matériel toxique. Il y a une discussion sur le fait que pas toutes les espèces sont également sensibles. Par exemple, le chêne semble être moins sensible que le rat ou le cobaye. Mais la singe est relativement sensible. Et pas l'homme. L'homme, on ne le sait pas, car on n'a pas encore de données définitives sur l'exposition de l'homme dans les différents accidents qui sont arrivés, et on n'a pas encore tout le donné, car comme j'ai dit, il faut attendre une certaine période de temps. Effet sur l'organisme, mais également sur le terrain. Dans le cas de Seveso, l'Institut Mario Negri a procédé à plus de 5000 analyses afin d'évaluer la diffusion et les degrés de concentration de ce puissant toxique sur l'environnement. C'est à partir de ces résultats que l'on a pu mesurer la réelle ampleur de la catastrophe et déterminer le type de dioxine contenu dans le nuage de l'Icmesa. Autre constat, chaque incident de ce genre peut engendrer une substance différente. Reims n'échappe pas à la règle. À Reims, il y a surtout du benzofurane polychloruré. Il faut dire par exemple que le tétrachlorobenzofurane est moins toxique, aussi selon nos déterminations, que la tétrachlorobenzodioxine. Donc il y a une différence qualitative dans les composants chimiques qui sont en jeu.
en ce qui concerne les composants quantitatifs, j'ai l'impression qu'il y a des quantités qui sont comparables à la zone contaminée de Seveso. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait d'accord avec les analyses du professeur Rapp? Oui, je pense que c'est très difficile de discuter les analyses de M. Rapp, qui est un des compétents internationaux, il nous a aidés aussi pour l'affaire de Seveso. Donc je pense que lui, il est disons, le chercheur qui a les moyens meilleurs d'analyse de ce type de contaminant. L'autre différence encore entre Seveso et Reims est qu'à Seveso, la dioxine est arrivée par l'extérieur sur les maisons, et dans les maisons, c'était juillet, donc il y avait, disons, les fenêtres étaient probablement ouvertes et tout le matériel est entré, tandis qu'à Reims, le matériel est entré par l'intérieur. Ça, je pense, devrait simplifier le problème de la décontamination par rapport à l'affaire de Seveso. La catastrophe écologique de Seveso doit nous permettre de tirer au moins 2 enseignements. D'abord, qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec une substance dont on ne mesure pas les conséquences. Ensuite, qu'il faut agir avec une extrême prudence après l'incident. Les importantes mesures de sécurité prises par les Italiens ont parfois été jugées excessives, mais c'est peut-être grâce à ces infinies précautions qu'on a évité le pire.